Alors, dans la vie de tous les jours, évidemment, nous nous servons sans cesse de la notion de hasard, de probabilité. Ce sont des notions qui sont très communes et dont nous avons une idée, disons, intuitive. La plupart du temps, d'ailleurs, nous ne nous trompons pas beaucoup sur ces questions. Nous utilisons avec un certain brio ces représentations du hasard, ou ces, disons, on pourrait dire ces probabilités intuitives, mais dans un certain nombre de cas, nos idées sont parfaitement erronées et nos intuitions en la matière nous conduisent, disons, vers des erreurs sévères. Et en particulier, lorsque nous pensons, par exemple, c'est une idée très banale, que le hasard est juste. Alors, c'est une des caractéristiques très trompeuses que l'on attribue, disons, au hasard, avec cette idée tout simplement, si on prend un jeu de pile ou face, on sait bien que si on tire 1000 fois cette pièce, il y aura environ 50% de pile et 50% de face. C'est ça l'idée que le hasard serait juste. Mais évidemment, plus vous réduisez le nombre d'occurrences de pile ou de face, alors si vous en prenez 2 ou 3, plus la chance que vous vous éloignez de cette équirépartition, si je puis dire, de ces phénomènes est grande. Et c'est ainsi que nous pensons, par exemple, ça s'appelle le sophisme de Monte-Carlo, c'est-à-dire le sophisme du joueur, nous pensons que quand nous avons joué à pile ou face, si par exemple face est sorti 5 fois, alors nous avons une plus grande probabilité de chance de voir pile. N'importe quel parieur, s'il regarde un jeu de pile ou face et il y a 5 fois pile ou 5 fois face, il va nécessairement ou probablement parier sur pile ou face en croyant que la probabilité de chance de survenue de pile est plus importante. Ce qui est faux en réalité, même si pile est sorti 10 fois de suite, en fait, il y aura 50% de chance que pile sorte une nouvelle fois ou que face sorte cette fois-ci. Ce qui veut dire que notre représentation du hasard, elle est lestée par l'idée que le hasard serait juste. Et cette erreur nous conduit, dans un certain nombre de cas, à croire des choses qui sont parfaitement fausses. Par exemple, nous pouvons croire en la loi des séries. Lorsque nous sommes, disons, témoins d'un certain nombre de phénomènes qui se produisent dans le temps, comme des accidents d'avion ou des choses de ce genre, de façon plus concentrée que ce que nous croyons le hasard produit en général, nous avons tendance à croire que ce n'est pas du hasard et qu'il y a quelque chose comme une loi ou une volonté là derrière. C'est que le hasard, c'est ça le problème, produit certainement une forme de justice, si vous voulez, sur des très grands nombres, mais sur des petits échantillons, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, un collègue, Bachan, dans les années 60, a mené une expérimentation qui me semble tout à fait intéressante et illustrative de ce point de vue. Il a demandé à des étudiants, 70, d'écrire de façon artificielle une série de 300 pile ou face, avec un stylo et une feuille blanche, pour, disons, visualiser la représentation qu'il se faisait du hasard. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est ces étudiants répugnaient à aligner des piles ou des faces de façon successive. Au bout de 3 ou 4 piles, ils pensaient que le hasard ne pouvait pas en aligner plus. C'est ce qu'on appelle la clause d'étalement excessif. Ça porte encore un autre nom, ça s'appelle l'effet râteau. Pourquoi l'effet râteau? C'est comme si on passait un râteau sur les événements pour les espacer plus qu'ils ne devraient l'être. Du moins, c'est ce qu'on croit que le hasard fait dans les événements. C'est ce qu'il fait, encore une fois, sur le grand nombre, mais pas sur les petits échantillons. Et comme dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés le plus souvent plutôt à des petits échantillons qu'à des échantillons très vastes, eh bien nous sommes confrontés à des faits qui relèvent parfaitement de l'aléatoire, mais qui nous semblent suspects de ce point de vue. Raison pour laquelle, encore une fois, on a tendance à croire qu'il y a derrière ces phénomènes qui sont seulement hasardeux, eh bien une volonté ou bien une pseudo-loi, quelque chose donc qui n'est pas le hasard. Bon, par exemple, on en a de multiples exemples, mais pour n'en prendre qu'un seul, j'ai rencontré assez facilement à une certaine période des gens qui étaient persuadés que le loto de la Française des Jeux était truqué. Et pourquoi le croyaient-ils justement? Parce qu'ils avaient repéré que au début, affirmaient-ils, du loto, ils gagnaient plus souvent. Et qu'il y avait des périodes où ils ne gagnaient pas. Et bien ça leur semblait, si vous voulez, pas être la manifestation du hasard, car croyaient-ils, si le tirage avait été vraiment le fait du hasard, ils auraient gagné un peu tout le temps. Ils ne réclamaient pas de gagner le gros lot, ils savaient bien que le gros lot était fort improbable, mais en revanche, ce qui leur aurait paru juste, c'est de gagner assez régulièrement. Certains autres faisaient remarquer que dans des tirages, il y avait trop de 30 ou trop de 40. Ou trop de dizaines ou de vingtaines, ça leur semblait pas assez hétérogène. Une des autres caractéristiques du hasard, justement, disons dans l'esprit du sens commun, c'est qu'il doit être juste, je l'ai dit, mais aussi hétérogène. Et quand un phénomène qui est censé être aléatoire ne présente pas ces deux caractéristiques, alors il paraît suspect. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans le micro-mythe contemporain selon lequel le loto de la Française des Jeux était truqué.
Cette fausse représentation du hasard, évidemment, constitue le soubassement de toute une série de croyances. Des petites croyances quotidiennes, comme par exemple les superstitions. Supposez que vous ayez remarqué un jour d'angoisse en particulier, vous êtes étudiant, vous devez passer un examen, et vous avez remarqué que ce jour-là, vous portez ce t-shirt. Et alors que vous n'avez pas bien révisé, l'examen se passe superbement bien. Vous aurez tendance à mémoriser tout ce qui sortait du cadre habituel, par exemple ce t-shirt, et vous allez le reporter une deuxième fois, au cas où vous ne croyez pas vraiment que c'est grâce à ce t-shirt, mais on ne sait jamais. Et il se trouve que cette deuxième fois, vous avez aussi beaucoup de chance, dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel, ou par exemple en repassant un examen si vous êtes étudiant. Peu à peu, va se lier dans votre esprit l'idée selon laquelle ça n'était pas du hasard. Et en fait que ces faits sont, encore une fois, en sous-main, liés par une loi superstitieuse qui fait que tout simplement ce t-shirt, ce stylo, ce chemin habituel porte bonheur. Et voilà comment, à l'intérieur de notre intimité mentale, se développent des pseudo-lois qui prennent, disons, des vessies pour des lanternes, à savoir le hasard pour des lois superstitieuses. Alors, une illustration presque visuelle de l'effet râteau. L'effet râteau, c'est justement cette tendance que nous avons à faire passer un râteau sur les phénomènes en croyant que c'est comme ça que fait le hasard pour les espacer les uns aux autres. L'attente excessive d'étalement, donc l'effet râteau, peut être illustré de façon très visuelle par une expérimentation qu'a menée Ed Person, un prix Nobel de physique. Alors, il s'y est pris de la façon suivante. Il a demandé tout simplement à un ordinateur de prendre une matrice et de placer sur cette matrice des points de façon totalement aléatoire, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il a demandé de faire la même chose à cet ordinateur, mais en introduisant une clause d'espacement. C'est-à-dire, il lui a dit, ne mets jamais deux points accolés l'un à l'autre. Donc, dans les deux cas, on a une production du hasard, mais dans le deuxième cas, c'est une production moins aléatoire que la première. Et lorsque l'on produit donc ces ensembles de tâches, on va dire, et qu'on les présente à des individus, la plupart considèrent la deuxième production comme plus aléatoire que la première. Ce qui est une révélation de cet effet râteau dont je parlais, c'est-à-dire que la deuxième paraît plus aléatoire que la première, tout simplement parce que les points sont plus espacés, qu'il y a moins de grumeaux statistiques. Ça nous semble moins suspect du point de vue de notre représentation de l'aléatoire. Et en l'occurrence qui est fausse. Alors une question demeure et assez obsédante, et dans le fond, pourquoi est-ce que nous avons cette représentation fallacieuse, fausse, du hasard? Il y a plusieurs hypothèses. Certains prétendent que c'est un héritage de nos lointains ancêtres préhistoriques qui auraient, pour survivre, dû focaliser sur le risque maximum, par exemple, et qui ensuite auraient vécu une forme de sélection naturelle par ça et auraient transmis par les gènes cette fausse représentation du hasard. J'avoue que je suis assez sceptique sur cette explication parce que il est possible, heureusement d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle, il est possible en quelque sorte d'avoir une distance critique par rapport à nos intuitions. Et je suppose que si cette disposition était inscrite dans nos gènes, ce serait comme un réflexe mental. Et je parlerai plutôt sur ces représentations du hasard d'une tentation mentale que d'un réflexe mental. Donc nous pouvons en quelque sorte rétro-juger sur ces tentations. Et donc la question demeure, si ce n'est pas une transmission innée de nos ancêtres, qu'est-ce? Pourquoi sommes-nous si nombreux à nous tromper quant à la représentation du hasard? Eh bien la réponse que je propose est très contre-intuitive elle aussi. Je dirais que c'est notre expérience qui nous trompe. Et là évidemment cette réponse est un peu étrange parce qu'on aurait tendance à croire que l'expérience, dans le fond, inscrit en nous une forme de sagesse plutôt qu'une forme de déraison, qu'elle nous conduit à avoir une représentation, à mesure que nous vieillissons, de plus en plus exacte de la réalité. Et c'est vrai pour un certain nombre de sujets, je ne suis pas du tout opposé au bon sens, au contraire, je crois que le bon sens est une expression très forte dans un certain nombre de cas, mais pas toujours. Et en particulier pas pour ce qui concerne le hasard. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur ces questions-là, notre expérience insinue en nous de mauvaises représentations. Je vais vous en donner un seul exemple pour bien me faire comprendre. Il y a des lois qui sont fausses, mais qui sont pourtant confirmées sans cesse par le hasard. L'une d'entre elles, la plus connue peut-être, dit par exemple que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Il y en a même qui vous disent, si tu vois la foudre frapper à un endroit et que tu es sous l'orage et que tu es en danger, mets-toi là où elle a frappé, comme ça tu seras hors de danger. Évidemment c'est faux. C'est faux, mais c'est une loi qui est presque toujours confirmée.
Parce que vous aurez très peu d'exemples de cas où la foudre a frappé exactement 2 fois au même endroit. Ce qui ne prouve pas qu'elle ne peut pas le faire dans l'absolu. Ce qui prouve simplement que expérientiellement, elle ne le fait pas. Eh bien, il en va de même pour le hasard. En réalité, et j'ai mené là aussi un certain nombre d'expérimentations sur cette question, qui montrent que sur des petits échantillons, si vous prenez un tirage de 6 pile ou face, par exemple, la plupart de ces tirages, plus de 60% d'entre eux, vont confirmer la mauvaise représentation que nous avons du hasard. C'est-à-dire qu'en effet, sous ces tirages vont pouvoir être regroupés sous la catégorie hétérogène et sous la catégorie juste. Et 30 et quelques % de ces tirages vont, disons, ne pas convenir à cette représentation fallacieuse que nous avons du hasard. Mais comme nous avons tendance à mémoriser quand nous croyons quelque chose les faits qui confirment notre croyance plutôt que ceux qui l'infirment, eh bien notre expérience va sans cesse, je dirais, approfondir le sillon de ces tentations fallacieuses qui nous conduisent à avoir ces représentations erronées du hasard. Et voilà comment notre expérience inscrit en nous des idées fausses mais raisonnables. Alors il y a un autre phénomène qui est aussi très important, c'est ce que j'appelle la négligence de la taille de l'échantillon. C'est un nom un peu barbare mais qui est en fait très simple, qui renvoie à un phénomène assez simple à expliquer, c'est que la plupart du temps nous considérons un phénomène en dehors, ou une manifestation d'un phénomène en dehors du nombre de phénomènes dont il est issu. Et nous trouvons donc tout à fait extraordinaire un certain nombre de choses qui ne sont rien moins que banales. Par exemple, supposez que vous faisiez des tests sur les pouvoirs psychiques et que vous demandiez à un certain nombre d'individus d'essayer de prévoir un jeu de pile ou face, là encore. Et supposons que chacun de ces individus a une chance sur 10 000 seulement de répondre efficacement à votre test. Eh bien, vous présentez cet individu sur un plateau de télé qui a répondu à 100% à ce test. Et vous dites, il y avait une chance sur 10 000 seulement qu'il réussisse. Évidemment, c'est extraordinaire et tout le monde va vous dire, ça ne peut pas être du hasard. Mais la seule question que vous devez poser à cet expérimentateur et à cet individu qui a passé le test, c'est combien d'individus ont passé ce test? Car en réalité, s'ils sont 10 000, il est normal qu'il y ait au moins un des individus qui ait rempli les critères de ce test. C'est ça, la négligence de la taille de l'échantillon. C'est focaliser son attention sur cet individu qui a passé le test en oubliant les 9 999 autres qui ne l'ont pas passé. Et c'est ainsi par exemple qu'on trouve certaines prédictions extraordinaires comme les prédictions astrologiques. Chaque année, vous savez, il y a des astrologues très connus qui font des prédictions sur les années à venir et qui nous expliquent l'année d'après combien extraordinaires étaient certaines de leurs prédictions. D'abord, elles sont très approximatives, il faut le dire, mais surtout, on oublie combien de prédictions sont tombées complètement à côté de la plaque. Vous savez bien que Voltaire disait que les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours, et en l'occurrence, quand on fait 10 000 prédictions, il n'y a rien d'étonnant à ce que certaines d'entre elles soient approximativement exactes. C'est tellement vrai que des sceptiques du Québec défient tous les ans les meilleurs astrologues, entre guillemets, de leur pays, sauf que les astrologues utilisent leur technique astrologique pour prévoir, et les sceptiques, eux, utilisent un jeu de fléchettes. La première fléchette indique le lieu où va se passer la chose, la deuxième, l'événement, tremblement de terre, guerre civile, etc. Et la troisième, la date. Eh bien, chaque année, ils ont exactement le même succès que les astrologues, ce qui prouve bien que le succès des astrologues est seulement la manifestation du hasard. Seulement, on peut cacher le fait que ça soit la manifestation du hasard en gommant la taille de l'échantillon duquel est issu les exemples qu'on va exhiber, par exemple, médiatiquement. Le phénomène de négligence de la taille de l'échantillon est aussi impliqué dans d'autres types de croyances. Par exemple, ce qu'on appelle le phénomène paréidolique. Alors qu'est-ce que c'est la pareidolie? Là aussi, c'est un mot barbare qui veut dire simplement notre capacité à percevoir des formes dans ce qui est informe. C'est cet exercice que nous utilisons pour voir des chevaux ou des dragons dans les nuages, par exemple, lorsque nous sommes enfants. C'est donc cette aptitude à voir des formes, du formel dans de l'informel. Eh bien, cette aptitude mentale, elle a servi là aussi de soubassement à toutes sortes de croyances. Par exemple, une tache d'humidité qui avait vaguement, disons, une allure d'homme, de silhouette ou de visage a été pris pour une manifestation divine. Par exemple, la manifestation de Jésus. Ici, en France, à Cirque-les-Bains, des milliers de personnes se sont rendues en pèlerinage, en quelque sorte, auprès de cette tache d'humidité jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais aux États-Unis, ça a pris des proportions bien plus importantes. Telle tache de graisse à Houston ou telle tache d'humidité près d'une aire d'autoroute a donné lieu à des centaines de milliers de pèlerins qui sont rendus. Alors voilà,
Quel rapport avec la négligence de la taille de l'échantillon? C'est tout simplement parce que sur cette Terre, il y a des milliards et des milliards de taches d'humidité, de graisse qui se constituent tous les jours. Seulement, évidemment, certaines d'entre elles vont prendre des formes un peu anthropomorphiques, c'est-à-dire des formes qui ressemblent à un visage. C'est totalement hasardeux et totalement improbable si on ne prend que cet exemple-là. En effet, la probabilité de chance qu'une tache d'humidité prenne la figure d'un chevelu qui a une barbe qui pourrait éventuellement être Jésus est très très infime, est très faible. Supposons qu'il y ait une chance sur 10 millions que ça se produise. Mais réfléchissez, s'il y a 10 millions de taches qui se créent tous les jours, voire 100 millions, la probabilité de chance que de telles taches étranges apparaissent est rien moins que normale. Mais les individus qui vont être confrontés à cette tache-là, évidemment, ne vont pas avoir l'aptitude a priori à la rapporter à l'ensemble des taches d'humidité qui se créent sur la planète et ils vont trouver ça, à juste titre, extraordinaire. Seulement, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le hasard, l'aléatoire, produit tous les jours de l'extraordinaire et de l'improbable. Il suffit pour cela d'avoir un échantillon qui est extrêmement vaste. Ce phénomène de négligence de la taille de l'échantillon peut encore être mobilisé par certains esprits qui veulent manipuler les autres. C'était le cas notamment d'un célèbre prestidigitateur, Uri Geller, qui a eu son heure de gloire dans les années 70 en particulier, et qui utilisait justement cette négligence de la taille de l'échantillon. Alors comment s'y prenait-il? Lors d'émissions de radio ou de télévision après, mais d'abord lors d'émissions de radio, il prétendait qu'il pouvait par exemple faire s'éteindre les ampoules chez vous, sans les toucher, seulement par le pouvoir de son esprit. Et comme ces émissions de radio étaient très écoutées, il y avait des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes qui écoutaient ces émissions, eh bien, évidemment, certaines d'entre elles voyaient cette coïncidence extraordinaire de voir l'une des lampes de l'appartement qui était allumée, puisqu'il demandait de les allumer toutes, évidemment, ça augmentait la probabilité de chance que l'une d'entre elles s'éteigne, elles voyaient ce miracle s'accomplir. Et en effet, ces personnes, mettez-vous à leur place, elles se disaient, c'est tout de même une coïncidence extraordinaire, il y a combien? Une chance peut-être sur 10 000 que ça se produise exactement pendant le segment de l'émission de télé. Donc elles appelaient l'émission pour témoigner du fait que le miracle s'était produit chez elles. Et ainsi vous aviez des centaines de témoignages qui convergeaient. Mais en réalité, ce miracle n'était rien d'autre que la production du hasard. Si vous aviez 1 million de personnes qui écoutaient, le fait que certaines d'entre elles voient comme par une coïncidence exagérée, à ce moment-là, leur lampe s'éteindre était rien moins que normal. Et ce prestidigitateur surfait justement sur des manifestations normales du hasard, mais qui étaient présentées comme extraordinaires, en raison du fait que chaque auditeur ne pouvait pas voir la taille de l'échantillon duquel lui-même était issu. Alors, il faut voir aussi que les phénomènes de croyance peuvent s'adosser au phénomène de mémorisation, au phénomène de mémoire, car l'esprit humain est ainsi fait qu'il ne va pas mémoriser tous les événements, et en particulier, le croyant a un esprit particulièrement enclin à mémoriser les événements qui vont confirmer sa croyance. Prenons par exemple quelqu'un qui croit au pouvoir de voyance d'une cartomancienne ou d'un astrologue, au pouvoir de prédiction. Il va aller consulter en effet un cartomancien et le cartomancien va lui faire, disons, une cinquantaine de prédictions dans la séance. Et encore une fois, à cause de la négligence d'attaque d'échantillons, son esprit va focaliser sur celles d'entre elles qui vont se révéler être plus ou moins vraies 1 an, 2 ans ou 3 ans après ses prédictions. Et en plus, il va avoir tendance à mémoriser justement ces informations et à oublier, tout à fait sincèrement, c'est-à-dire sans chercher à manipuler ou mentir, à oublier celles qui n'ont pas fonctionné. Je crois que c'est vrai aussi pour les cartomanciens ou les astrologues eux-mêmes. Je pense qu'un certain nombre sont sans doute des manipulateurs, etc. Mais je crois que l'immense majorité d'entre eux sont sincères et eux-mêmes vont avoir tendance à mémoriser les séances où ils ont fait preuve de brio quant à leur capacité prédictive. Je crois qu'il y a une forme de sincérité dans cette croyance-là aussi. Pas oublier que ce sont des gens qui investissent pratiquement toute leur vie à cette curieuse discipline qui est cet exercice d'essayer de prévoir l'avenir. Et évidemment, certains d'entre eux sont sans doute des malhonnêtes, mais beaucoup d'entre eux trouvent leur motivation dans leurs croyances même. Alors il nous arrive dans notre vie quotidienne justement d'être victime de cette alliance, je dirais, entre nos capacités à mémoriser des faits qui confirment nos croyances et notre mauvaise représentation du hasard. Prenez l'exemple de la coïncidence de cet individu qui pense à quelqu'un, qu'il aime bien ou qu'il n'aime pas, peu importe, et qui voit que dans la minute après, son téléphone sonne et c'est cette personne qui l'appelle. Ou quelqu'un qui pense à quelqu'un et qui apprend la mort de cette personne, une personne connue par exemple, la journée même. Eh bien évidemment, ça va sembler extraordinaire. Et ça l'est, encore une fois, d'un strict point de vue des calculs de probabilité, il est assez improbable d'être face à cette situation. Seulement voilà,
Ce que nous négligeons lorsque nous trouvons cela extraordinaire, c'est toutes les fois où nous avons pensé à quelqu'un sans voir notre téléphone sonner, où nous avons pensé à quelqu'un, et Dieu merci, sans voir que l'annonce de sa mort était faite dans la journée. En fait, nous avons un filtre mémoriel, en quelque sorte, qui va retenir les phénomènes qui vont nous sembler extraordinaires et qui va laisser passer dans les trous du tamis tous les phénomènes normaux, de sorte que nous aurons l'impression d'avoir vécu un phénomène extraordinaire, alors qu'encore une fois, il est seulement la production du hasard. Alors, lorsqu'on est confronté à l'extraordinaire, à l'inexplicable, cela peut survenir. Par exemple, il y a certaines guérisons, à Lourdes ou ailleurs, dans les milieux hospitaliers aussi, qui sont véritablement inexpliquées compte tenu de l'état de la connaissance actuelle en médecine. Nous ne pouvons pas rendre compte, pour l'instant en tout cas, de certains types de guérisons. La première question qu'il faudrait se poser dans ce cas de figure, pour bien raisonner, je dirais, en forme d'hygiène mentale, la première question, c'est de savoir encore une fois, cet exemple de guérison miraculeuse est issu sans doute d'un échantillon de personnes. De combien? Là encore, toujours bien retenir cette idée que l'extraordinaire peut se produire si le nombre d'occurrences d'un phénomène est lui aussi extraordinaire. En l'occurrence pour Lourdes, il y a certaines guérisons, je crois qu'il y a à peu près 67 ou 68 miracles à Lourdes authentifiés sur 150 ans. Il faut bien voir une chose, c'est que en moyenne, dit-on, il y a environ 6 millions de pèlerins qui se déplacent à Lourdes, ce qui nous fait quelque chose comme 900 millions de personnes qui se seraient déplacées à Lourdes depuis que ce lieu est considéré, cette ville est considérée comme une ville propice à produire des miracles. C'est une moyenne, parce qu'en réalité, certaines personnes y sont retournées plusieurs fois, etc. Mais peu importe. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un nombre vertigineux de personnes qui se sont rendues, un nombre qu'un esprit ordinaire, le mien, le vôtre, est incapable d'imaginer. Personne ne peut imaginer ce que c'est que 900 millions d'occurrences d'un phénomène, parce que notre expérience de tous les jours ne nous prépare pas à concevoir des échantillons de cette taille. En revanche, elle nous prépare à concevoir le caractère incompréhensible de certaines guérisons. Par exemple, cette dame qui a un des derniers miracles authentifiés à Lourdes, qui était quasiment donnée morte, qui avait reçu d'ailleurs l'extrême onction, qui arrive sur un brancard à Lourdes et qui a un problème cardiaque terrible et qui guérit quasiment instantanément en étant touché par l'eau de Lourdes. Et voilà un cas de guérison extraordinaire. Et évidemment, si on focalise notre esprit sur cet exemple-là, on se dit il y a vraiment des choses miraculeuses. Et comme ça se passe à Lourdes et que c'est médiatisé, évidemment, on se dit que la seule explication est probablement, dans ce cas de figure, une intervention divine et qu'il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas l'admettre. Mais on déchante un peu rapidement, je crois, si on compare ces chiffres aux chiffres de guérison inexpliquées qu'on obtient dans les milieux hospitaliers. Deux collègues ont mené une enquête, je dirais, sur toutes les guérisons miraculeuses dans le milieu hospitalier, sur à peu près 130 ans, O'Regan et Hirschberg, et se sont aperçus qu'il y avait aussi dans les milieux hospitaliers des guérisons inexplicables sur un taux d'environ 1 sur 100 000. Bon. Si on compare les chiffres que l'on obtient à Lourdes et les chiffres qu'on obtient dans le milieu hospitalier, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien d'extraordinaire en réalité à Lourdes. Il ne se passe pas plus de guérisons miraculeuses à Lourdes que dans les miracles hospitaliers. Il ne se passe pas plus de guérisons miraculeuses à Lourdes que dans les milieux hospitaliers. Donc, la seule chose que l'on peut déduire de cela, une fois qu'on a considéré la taille vertigineuse de l'échantillon, est de dire que la médecine ne sait encore pas tout, ce que tous les médecins reconnaissent. La connaissance humaine a encore des progrès à faire, ce que tous reconnaissent, mais elle nous laissera, disons, très sceptiques sur la question de savoir si Dieu pointe plus souvent son doigt vers Lourdes que vers les milieux hospitaliers. Ça ne semble pas être le cas. Il faudrait ajouter à cela le fait qu'il y a une variation dans la production de ces miracles. Je ne vous étonnerai peut-être pas en vous disant que les miracles étaient bien plus nombreux au début du XXe siècle qu'à la fin du XXe siècle, lorsque le Vatican a beaucoup insisté pour se doter d'un comité scientifique, à mon avis, très sérieux et international pour évaluer la possibilité de ces miracles.
On observe d'ailleurs comme une coïncidence, qui n'en est pas une à mon avis, un pic particulièrement fort lors du cinquantenaire, comme par hasard, des miracles de l'apparition, disons, de la Vierge à Lourdes. Et on a, je crois, cette année-là, près de 20 miracles authentifiés sur un peu moins de 70, ce qui constitue beaucoup quand même en une seule année. Et on s'aperçoit qu'à mesure que les critères d'évaluation scientifiques, médicaux sont de plus en plus importants, de plus en plus sérieux, que les fourches codines de l'évaluation sont plus maigres, on s'aperçoit tout simplement qu'il y a de moins en moins de miracles. C'est comme pour les pouvoirs psychiques, si vous voulez. Les individus seraient censés pouvoir déplacer des objets par la force de la pensée, mais on s'aperçoit au fur et à mesure du temps, c'est Henri Brock qui le montre, que les objets qui sont censés être déplacés par la force de la pensée sont de plus en plus petits, de moins en moins lourds, au fur et à mesure que les tests expérimentaux scientifiques sont de plus en plus pointus et disons rigoureux. Évidemment, la croyance, pour être crédible, parce qu'elle cherche toujours à être crédible, elle présente des arguments de la croyance, il ne faut jamais l'oublier, personne ne croit sans raison, à proprement parler. La croyance, pour être crédible, cherche souvent, brandit souvent des arguments d'autorité, de légitimité, et évidemment, dans notre société contemporaine, la science fait figure, encore aujourd'hui, d'une autorité indéniable, et de même de l'autorité absolue. Dire que quelque chose est scientifique, c'est quasiment admettre que c'est vrai, même si par les temps qui courent, il y a une certaine suspicion qui touche la science, mais grosso modo, ça reste, nous avons encore une représentation globalement scientifique du monde. Songez simplement que comment les gens, par exemple, se représentent la naissance de l'univers, et bien je pense qu'en moyenne, en Occident en tout cas, ils se la représentent beaucoup plus facilement comme la conséquence d'un Big Bang que comme la conséquence d'une création d'un dieu barbu qui vivrait dans les nuages ou je ne sais quoi. Bon. La science jouit donc d'une certaine autorité cognitive, on va dire. Et les croyances en général, l'empire des croyances tire tout à fait profit de cette crédibilité, car il y a beaucoup de produits qu'on peut dire hybridés qui cherchent à mélanger par exemple la religion et la science. C'est le cas de certaines sectes. La secte Raël, par exemple, tire un certain nombre d'arguments, croit-elle, de la science et aussi de la Bible en même temps, en faisant des sortes de produits de synthèse qui sont particulièrement efficaces parce que précisément ils sont à la fois dans l'air du temps et en même temps ils revendiquent certaines racines traditionnelles. Songez combien l'astrologie, par la bouche de certains de ses défenseurs, se présente comme une science, ce qui est absurde évidemment, ou la numérologie, etc. Alors, beaucoup plus pernicieuses sont ces disciplines qui sont considérées par le grand public et même par certains pratiquants de la médecine comme des sciences. Je songe à l'homéopathie. L'homéopathie n'a jamais pu faire la démonstration de ses capacités thérapeutiques. L'homéopathie fonctionne comme un placebo, grosso modo. Elle a les mêmes taux d'efficacité qu'un placebo, mais dans le grand public et chez certains médecins, ce qui est peut-être plus inquiétant, elle a réussi à diffuser ses idées, l'idée selon laquelle, en tout cas, elle aurait une efficacité thérapeutique. C'est tellement vrai qu'en France, d'ailleurs, elle est partiellement remboursée par la sécurité sociale, ce qui constitue un scandale. On peut se demander, évidemment, pourquoi des esprits bien informés cèdent à ces croyances qui sont, disons, jusqu'à preuve du contraire, non fondées. Vous voyez que je suis prudent. Eh bien, encore une fois, il ne faut pas oublier que ces croyances ont des ressources cognitives très importantes. Et pour l'homéopathie, elle revendique un certain nombre d'expérimentations qui auraient été faites dans des conditions acceptables du point de vue de la science pour montrer son efficacité. Évidemment, la communauté scientifique ne reconnaît pas du tout le caractère orthodoxe de ces expérimentations, mais il suffit que ces expérimentations se diffusent sur Internet, dans la presse, auprès de médias peut-être complaisants dans un certain nombre de cas, pour asseoir la véracité de ces expérimentations dans le grand public. En plus, elle flatte une certaine idée que nous avons des rapports entre le psychisme et le corps. Vous savez qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, le monde médical, le monde de la science souffrent d'une certaine suspicion de la part du grand public, dans un certain nombre de cas à raison, mais dans la plupart des cas à tort.
Et donc, ce que l'homéopathie propose, c'est en quelque sorte une médecine douce qui jouerait à la fois avec le psychisme humain, qui certes se servirait de molécules, mais tellement microdosées qu'elles ne pourraient pas avoir de conséquences, de dommages, qu'elles ne pourraient pas créer de dommages collatéraux, etc. Et cela va assez bien avec l'idéologie contemporaine du minuscule est préférable que le grand, une touche subtile est préférable qu'une touche massive en matière thérapeutique. Évidemment, les défenseurs de l'homéopathie disent que après tout ça ne peut pas faire de mal. Ça ne peut pas faire de mal à condition de ne pas prendre de l'homéopathie à la place d'autre chose qui pourrait nous guérir. C'est ça le problème. Certes, l'homéopathie ne peut pas nous faire du mal à proprement parler, mais elle peut nous faire un grand mal s'il y a un retard thérapeutique dans un mal qui pourrait être soigné par la médecine traditionnelle, on va dire, et qui ne va pas l'être parce que cette personne va attendre pendant des mois, peut-être même parfois pendant des années, les effets attendus de l'homéopathie et qui n'en aura pas au-delà de l'effet placebo, je le répète. Alors, une des choses les plus étonnantes et contre-intuitives, je dirais, c'est que les croyances, même spectaculaires, même étonnantes, sont tout à fait compatibles avec des esprits, je dirais, subjectivement rationnels au moins, des esprits bien formés. J'irai même plus loin, on sait que l'homéopathie est prescrite par certains médecins. On a une formation de médecine sérieuse, des doctorats de médecine. On sait aussi qu'en général, elle est prise par des catégories sociales qui sont supérieures et qui ont un niveau d'études supérieur à leur moyenne nationale. Mais ce n'est pas seulement vrai pour l'homéopathie. C'est vrai de l'astrologie, c'est vrai de la croyance au pouvoir de l'esprit, c'est vrai d'un certain nombre de croyances, y compris des croyances extrêmes qui ont pu m'intéresser, comme par exemple les croyances fanatiques qui sont impliquées dans le terrorisme. Vous savez que les terroristes, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, généralement ne sont pas issus de familles défavorisées, ils sont plutôt issus de classes moyennes supérieures, voire très supérieures, et ils ont un niveau d'études supérieur aussi à leur moyenne nationale. C'est tout à fait intriguant évidemment, parce que la première intuition, c'est de croire que quelqu'un qui croit à une chose folle est fou lui-même. Or, la grande réponse, le grand éclairage que peut-être peut donner la sociologie sur ces questions, c'est qu'on peut croire à des choses folles tout en étant raisonnable d'une certaine façon. On peut croire à des choses déraisonnables tout en étant un être de raison. Alors, il est très difficile d'expliquer de façon satisfaisante cette corrélation qu'on observe parfois entre le niveau d'études et l'adhésion à certaines croyances. Une des explications vient peut-être du fait que nos systèmes éducatifs, dans certaines disciplines, nous apprennent à défaire le savoir officiel, le savoir orthodoxe, je dirais, ce qui est une bonne chose, évidemment, nous apprennent à avoir une distance critique par rapport à ce savoir officiel, mais ne nous apprennent pas forcément à reconstruire méthodiquement ce savoir. De sorte que se développe peu à peu, à mesure que nous faisons des études, l'idée que toute vérité peut être vue avec une certaine suspicion. Ce qui n'est pas une mauvaise chose forcément dans une démocratie, mais ce qui devient mauvais quand ce réflexe devient hyperbolique. Et je crois qu'on est d'ailleurs confronté à ce problème Et je crois d'ailleurs qu'on est confronté à ce problème dans notre monde contemporain, et en particulier à propos de l'homéopathie, car un des arguments qui est donné par ceux qui veulent croire à l'homéopathie, c'est que justement les vrais résultats des recherches, aussi bien positifs pour l'homéopathie que mauvaises pour la médecine traditionnelle, sont cachés. Cet esprit de suspicion qui parcourt le public dans tous les domaines est sans doute une conséquence de ce qu'on appelle le relativisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il n'y aurait pas de vérité définitive et que dans le fond, on pourrait mettre en concurrence, on a le droit de le faire, on a même le devoir de le faire dans un certain nombre de cas, la connaissance orthodoxe, celle que produit la science, et des connaissances hétérodoxes que produiraient, disons, ce qu'on appelle quelquefois des altères scientifiques, c'est un terme un peu étrange, des altères scientifiques. Et cette suspicion, elle tire aussi son eau d'une idée toute simple. C'est que quand il y a des intérêts à dire quelque chose, eh bien forcément la vérité serait tronquée et déformée. Alors on va dire par exemple qu'il y a des intérêts pour l'industrie pharmaceutique de contredire les vérités, je mets bien des guillemets, que produiraient les expérimentations sur l'homéopathie.
Ce qui est très curieux, c'est que c'est un raisonnement parfaitement réversible. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts aussi de la part comment dirais-je, de l'industrie de l'homéopathie à produire des résultats douteux, etc. C'est un argument qui est toujours réversible, mais là aussi, le croyant pratique ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il va chercher des informations et des raisonnements qui vont confirmer sa croyance, et nous sommes tous comme ça, hein. Eh bien, il va, encore une fois, mémoriser cet argument selon lequel, si cette industrie a un intérêt à mentir, elle le fera sans doute. Il se pose toujours cette question, la question de base de l'imaginaire du complot, c'est à qui profite le crime? Et en raisonnant comme ça, on trouve toujours un quelconque profit. Par ailleurs, la croyance, je le disais, a des ressources cognitives. Elle est fondée toujours sur un socle d'arguments qui semble très convaincant, à condition de ne pas avoir de contre-argumentation en face. C'est précisément ce que l'on trouve dans les milieux de croyants qui se fréquentent entre eux, des milieux qui vont avoir tendance à se radicaliser, hein, ce qu'on appelle la focalisation des groupes. Plus on discute entre nous, plus il va y avoir une surenchère d'arguments et disons, de conviction, de crédulité. Et c'est vrai de beaucoup de croyances, et c'est vrai y compris de croyances dont on pourrait croire qu'elles ont été défaites définitivement par les acquis de la science. Prenons le Saint-Suaire de Turin, par exemple, et appelons-le tout simplement le suaire de Turin. Ce suaire, on a su assez bien le dater grâce au carbone 14, on connaît même à peu près son histoire. Pourtant, il y a des individus qui ne sont pas stupides, qui ne sont pas fous, qui continuent à croire que le suaire de Turin est bien le linceul du Christ. Eh bien, si vous creusez un peu cette affaire, vous apercevrez que ces individus, ils ont tout simplement des arguments. C'est-à-dire qu'ils vont vous expliquer, pour n'en prendre que quelques-uns d'entre eux, de ces arguments, ils vont vous expliquer que la datation au carbone 14, elle s'est faite sur le bord du linceul. Or, le linceul a été frappé, enfin le lieu où le linceul s'est situé a été frappé d'incendie, et donc probablement on a recousu sur la bordure le linceul, par exemple au XIIIe ou XIVe siècle, ou peut-être on date où ce linceul aurait été fait en réalité. Donc on vous dira aussi qu'on a retrouvé sur ce linceul des pollens qui ne peuvent venir que de Jérusalem, etc. C'est tout à fait faux. Mais lorsque vous êtes un individu qui n'est pas prêt à consacrer 24 heures de votre journée et de toutes les journées que fait la semaine à défaire ce genre de croyance, en d'autres termes, quand vous n'êtes pas suffisamment motivé pour défaire cette croyance, et si vous n'êtes confronté qu'à cette argumentation-là, reconnaissons-le franchement, cette argumentation, elle est convaincante. C'est pourquoi je crois, c'est au moins une des morales que devrait tirer tout journaliste ou toute personne qui travaille dans les médias. Lorsque l'on invite quelqu'un qui croit, il faut absolument et toujours présenter une contre-argumentation en face. C'est dramatique lorsqu'on invite quelqu'un qui est croyant et qu'il n'y a pas de contre-argumentation en face. Songez par exemple au mal qu'a fait un Thierry Messant qui a pu librement s'exprimer sur les mythes du complot du 11 septembre, mythe totalement faux, mais qui a pu s'exprimer sur cette question sans contradicteur en face, et évidemment qui a convaincu, parce que les arguments paraissent convaincants quand il n'y a pas de contre-argumentation en face, qui a pu convaincre sans doute le soir où il fut invité des centaines de milliers de personnes. D'abord, il faut bien voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus spectaculaire à diffuser une information qui laisserait une suspicion concernant la possibilité d'événements paranormaux. Les gens ont envie d'entendre cela. Moi-même, j'aurais envie qu'il existe des phénomènes paranormaux. J'espère qu'un jour, on découvrira l'existence de phénomènes paranormaux, mais je ne suis pas prêt pour cela à, disons, abdiquer mon esprit critique, ce qui est autre chose. C'est pas que j'espère pas que ça va arriver. J'espère qu'un jour, on découvrira toutes sortes de choses fabuleuses. Mais je ne suis pas prêt pour cette raison à abdiquer mon esprit critique. Les médias semblent être tentés dans un certain nombre de cas de le faire. D'abord parce que n'oubliez pas qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. La libéralisation du marché médiatique est une bonne chose en démocratie, elle a aussi ses effets pervers, c'est qu'elle conduit les médias à être poussés vers une concurrence qui vont constituer, cette concurrence va offrir comme une tentation souvent irrésistible le fait de publier des informations spectaculaires. C'est vrai des croyances et de toutes sortes de croyances. C'est vrai par exemple des peurs collectives. Les médias, c'est bien connu, il est plus intéressant de parler des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. C'est une non-information. Donc pour impliquer d'une façon ou d'une autre l'observateur ou le téléspectateur, ou le lecteur, il faut publier, il faut proposer des informations de type spectaculaire. On pourrait prendre un tout autre exemple, celui de l'observation des objets volants non identifiés. On sait que souvent ces observations se font par vagues, par pics. On en a énormément une année et pratiquement plus ou pas beaucoup une autre année. Pourquoi? Comment expliquer cela?
Eh bien, un peu de la même façon, il y a en quelque sorte une forme de préparation sociale à ces observations. Comment ça se produit? Les premières vagues d'observations de soucoupes volantes en France ont eu lieu dans les années 50. En 1954, je crois que c'était un très grand cru. Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Pourquoi en 1954 il y a eu un pic d'observation, puis plus tellement l'année suivante, et puis on a revu ensuite dans les années 70 des pics d'observation? Bien, c'est simple. Mais encore faut-il s'approcher un peu de ce phénomène pour le comprendre. On pensait à l'époque que certaines périodes étaient favorables à l'apparition d'ovnis. Principalement parce qu'on croyait encore, ça peut sembler exotique aujourd'hui, mais on croyait encore que, ou certains croyaient, que la planète Mars était sans doute la planète qui accueillait nos amis extraterrestres qui venaient nous visiter dans des soucoupes volantes. Donc on supposait qu'à certaines périodes, lorsque Mars et la Terre étaient proches, eh bien, il était plus facile pour nos voisins extraterrestres de venir nous rendre visite. Donc, comme ce phénomène est un phénomène astronomique et anticipable, certains déclaraient, faisaient des prophéties sur le fait que les ovnis viendraient nous voir, par exemple, à l'été 54. Et notamment, l'un d'entre eux déclara cela à Paris Match, un journal qui avait une très grande audience, qui a encore une grande audience, mais avait une énorme audience à cette époque. Évidemment, on peut supposer que beaucoup de gens l'ont lu. Et puis, il y avait une passion qui venait des États-Unis pour les ovnis. C'était la première fois comme ça qu'on observe un phénomène sociologique aussi important autour de cette croyance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé probablement? Eh bien, cet individu disait que cet été-là, on allait observer beaucoup d'ovnis. Donc je suppose que cet été-là, les gens qui avaient lu Paris Match, c'était au mois de mai de l'année 54, se sont mis à regarder le ciel avec un peu plus de curiosité. Supposons par exemple qu'une personne sur 10 000 aura tendance à prendre la Lune pour une soucoupe volante. Ce qui arrive fréquemment, beaucoup de témoignages, on le sait, sont en fait simplement d'observation de la Lune ou d'étoiles, de Vénus, etc. Cette personne n'est pas du tout folle, elle prend là aussi des vessies pour des lanternes. Mais s'il y a une personne sur 10 000 qui croit cela, et qu'il y a seulement 10 000 observateurs ce soir-là, il y en aura une, il y aura un témoignage. Mais supposons que parce qu'il y a un article dans la presse très grand public, au lieu de 10 000 personnes, c'est 100 000 personnes, voire 1 million de personnes qui regardent le ciel ce soir-là. Eh bien, mécaniquement, vous allez avoir non pas un témoignage, mais 10, 100 ou 1000, et donc beaucoup plus. Songez que cette année-là, certains jours, il y avait jusqu'à 200 témoignages. Et puis évidemment, plus vous entendez de témoignages qui se répandent dans la société, plus le soir d'après, vous avez envie de regarder le ciel pour voir si vous aussi, par hasard, vous ne voiriez pas un de ces étranges objets volants. Donc en fait, ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est qu'il y a une préparation sociale, en quelque sorte, à générer plus d'observateurs. Et plus vous aurez d'observateurs, mécaniquement, plus vous aurez de témoins potentiels d'objets volants non identifiés. Évidemment, c'est pourquoi on observe des phénomènes de vagues qui n'ont rien à voir avec des psychoses collectives, qui n'ont rien sans doute à voir non plus avec le fait que les extraterrestres viennent vraiment dans des soucoupes volantes, mais tout avec le fait que, en fait, il y a beaucoup plus d'observateurs à certaines périodes en raison de la diffusion d'informations sur cette question. La science doit être prudente. Et là, c'est le talon d'Achille de la science. C'est que toute l'histoire de la connaissance montre que des lois ou des connaissances qu'on croyait éternelles, définitives, se sont révélées en fait être seulement localement vraies ou provisoires. Toute l'histoire de la connaissance nous le dit, et c'est justement ce que savent bien ceux qui ont fait un peu d'études. Pas forcément qui ont fait des études scientifiques, mais qui ont fait des études post-bac, ils ont appris à défaire justement le rapport, disons presque religieux qu'on pouvait avoir aux énoncés scientifiques, et qui n'est pas un bon rapport face à ces énoncés. Les scientifiques le savent, les commentateurs le savent, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est même la chose la plus connue sur la science, il faut être prudent. Et donc évidemment, immédiatement une fois qu'on a dit cela, il y a toujours l'hypothèse de « pour le moment », ce n'est pas prouvé, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Il y a une réticence à dire que les choses sont définitivement fausses. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on croit qu'un produit pourrait être dangereux pour la santé, par exemple. Personne ne peut faire la démonstration que tel produit est à tout jamais dangereux. Tout ce qu'on peut dire, c'est, pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, ce produit n'est pas dangereux pour la santé. Évidemment, les précautionnistes, les alarmistes en déduisent toujours « Ah, ça veut dire qu'il y a une incertitude scientifique. » Et s'il y a une incertitude scientifique, alors appliquons le principe de précaution. Et je dirais que c'est cette application radicale du principe de précaution qui prévaut sans doute dans certains documentaires, dans les médias, etc., sur le Saint-Suaire de Turin ou que sais-je. On va dire oui, pour l'instant, il semblerait que la science ait montré que ça ne soit pas crédible d'imaginer que ce soit le linceul du Christ, mais on ne sait jamais, ne soyons pas trop arrogants.
Et les scientifiques, certains d'entre eux en tout cas, les scientifiques se montrent de plus en plus prudents, peut-être qu'ils sont trop prudents, ils devraient être peut-être finalement on les accuse d'être trop arrogants, mais moi je trouve pas. À chaque fois que je vois des scientifiques, en particulier sur des questions de précaution, de santé publique, etc., je les trouve très très prudents, on comprend qu'ils le soient, bien entendu, il y a quelques précédents fâcheux, mais ils le sont à un point où leur communication devient contre-productive, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils cachent quelque chose, c'est-à-dire que le grand public prend la prudence pour en fait une forme de dissimulation. Nos sens, notre perception évidemment, sont plus liés à nos systèmes de représentation. Le témoignage que nous pouvons faire de quelque chose est souvent indexé sur les représentations préalables que nous avons de ce phénomène. Il est évident que si nous voyons une boule lumineuse, encore une fois, ou un phénomène lumineux dans le ciel au Moyen-Âge, nous aurons tendance à interpréter ça comme une manifestation de Dieu par exemple, et on a des témoignages justement de phénomènes célestes étranges qui se sont produits au Moyen-Âge qui étaient en fait, qui produisaient des croix chrétiennes ou des choses comme ça. Donc on voit les phénomènes qui sont observés sont quelquefois intégrés dans les cadres représentationnels qui sont préalables à l'observation. C'est le phénomène aussi qu'on observe dans la pareidolie, le fait de voir des objets formels dans de l'informel. Évidemment, si on est dans une culture de type chrétienne, on va avoir tendance à voir le Christ ou la Vierge Marie, mais si on est dans une autre type de culture, on va avoir tendance à voir d'autres types de divinités hindoues, je sais pas moi, Vishnu, Ganesh ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr, les cadres culturels ont en plus une influence plus ou moins marginale, mais existante, sur la façon dont nous interpréterons les informations qui parviennent à nos sens. C'est d'ailleurs assez étrangement valable aussi dans des domaines, disons, qui ne touchent pas directement les croyances, mais simplement social, on va dire. On a par exemple fait observer, il y a eu des expérimentations qui ont consisté à faire observer des pièces de monnaie et des ronds de carton de taille équivalente aux pièces de monnaie à des enfants, pour voir s'ils avaient l'impression que la pièce était plus grosse que la pièce de carton. Elles avaient la même taille. Eh bien, les enfants issus de classes populaires avaient tendance à surestimer la taille de la pièce de monnaie par rapport à ceux qui étaient issus de classes, disons, plus aisées. Vous voyez, parce que sans doute, l'argent avait une valeur plus importante, symbolique, une charge symbolique plus importante. C'est difficile d'interpréter ces expérimentations. Mais enfin, cela montre qu'en effet, le cadre représentationnel peut avoir une influence perceptive. Je ne crois pas qu'il faille exagérer cette influence perceptive, mais dans certains cas, elle existe. D'une façon générale d'ailleurs, nous ne pouvons rien percevoir sans le classer dans des catégories mentales. Si nous n'avions pas ces catégories mentales à portée d'esprit, si je puis dire, nous ne pourrions pas concevoir le monde, nous ne pourrions pas penser le monde. Nous pensons le monde en catégories qui nous semblent naturelles, les hommes, les femmes, les grands, les petits, nous les pensons en critères ethniques, par exemple, un étranger, un non-étranger, etc., etc. Il est évident que ces catégories, elles impliquent ce qu'on appelle presque du storytelling, c'est-à-dire elles impliquent une forme de narration particulière. Ces catégories vont nous narrer les faits. Elles ne sont pas forcément déraisonnables, ces narrations, mais elles ne sont jamais tout à fait neutres. L'objectivité totale n'existe pas. C'est un peu l'hirondelle kantienne, si vous voulez. L'hirondelle volerait bien plus vite si l'air ne pouvait pas la retenir, mais sans air, elle ne volerait pas du tout. De la même façon, ces catégories mentales nous empêchent de percevoir le monde tout à fait objectivement, mais sans elles, nous ne pourrions pas penser le monde. Donc elles sont à la fois notre croix et notre libération. Alors d'une façon générale, il est la question de savoir pourquoi certaines croyances rencontrent le succès plutôt que d'autres, parce qu'elles sont quelquefois en concurrence pour expliquer le même phénomène. Pourquoi la croyance remporte le succès sur la connaissance orthodoxe, comment elles émergent, et toutes ces croyances sont extrêmement complexes. Et je dois le dire, la science n'a pas encore tout à fait répondu fermement sur ce point, je crois. Il y a encore beaucoup de travaux à mener. Mais tout de même, on sait un certain nombre de choses. Premièrement, pour qu'une croyance puisse émerger, il faut d'abord que je sois en carence d'informations par rapport au phénomène. C'est une évidence, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, car généralement la croyance va proposer de remplir le trou d'informations que je n'ai pas par rapport au phénomène qui m'intéresse. Et deuxième point, il faut que le phénomène m'intéresse justement, qu'il y ait un effet d'implication. Parce que je suis en carence d'informations concernant le prix du beurre en Australie, mais comme je m'en contrefiche, je ne vais pas développer de croyance par rapport à cela. Si vous avez effet d'implication et effet de carence en information, vous aurez probablement la genèse
d'une croyance. Mais ça n'explique pas le succès de cette croyance. Je dirais que il y a probablement 3 facteurs qui expliquent le succès de la croyance sur le marché cognitif, sur le marché des idées. Premièrement, il faut qu'on puisse d'abord concevoir une croyance. Face à un phénomène énigmatique, certaines idées vont venir plus facilement à l'esprit que d'autres. Et c'est là que les biais cognitifs dont je vous parlais, par exemple les fausses représentations du hasard, les tentations mentales que constituent ces biais cognitifs, vont jouer à plein. Elles vont nous suggérer des hypothèses. Ça ne veut pas dire qu'on va y croire, mais c'est peut-être les premières choses auxquelles on va penser. Quand, encore une fois, 2 phénomènes vont arriver en même temps, la première chose à laquelle je vais penser, c'est qu'ils sont peut-être liés par un lien de causalité. Ça ne veut pas dire que je crois qu'il y a un lien de causalité. C'est donc le critère d'évocation. Le deuxième critère est très important, c'est celui de la crédibilité. Il faut que la croyance puisse être crue et qu'elle puisse donc s'asseoir sur une argumentation qui puisse être recevable par moi. Et c'est précisément ce que je vous disais, par exemple, Internet joue beaucoup sur l'augmentation de la crédibilité de la croyance en apportant un certain nombre d'éléments, d'informations qu'on ne pouvait pas facilement avoir avant. Et le troisième point qui est fondamental, c'est évidemment la mémorisation. Si je ne mémorise pas une croyance, je ne peux pas la diffuser dans le corps social. Donc, certaines croyances qui sont spectaculaires, qui vont me frapper, soit parce qu'elles sont contre-intuitives, soit parce qu'elles sont choquantes, comme certaines rumeurs qui nous font frémir de délices d'une certaine façon, en racontant des histoires sordides, ou simplement parce que, au contraire, ces croyances flatte les pentes naturelles de mon esprit, de mes stéréotypes, de mes idéologies, alors je vais particulièrement bien mémoriser ces propositions. Ce sont 3 facteurs. Évidemment, ensuite, une croyance est une interaction entre un croyant qui va nous proposer une idée et quelqu'un qui va peut-être l'accepter. Les caractéristiques de cette personne sont fondamentales, je l'ai dit, ses grilles représentationnelles, ses cadres mentaux, ses limites cognitives, le fait qu'il soit inséré dans un temps et dans un espace, c'est important. Mais celui qui va me proposer cette idée, ses caractéristiques à lui sont aussi importantes. Est-ce que je peux le croire? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que c'est un scientifique ou au contraire un gourou de secte? Est-ce que je le perçois comme compétent? Est-ce que j'ai un rapport affectif avec lui? Etc., etc. Toutes les caractéristiques de l'émetteur de la croyance sont importantes. Donc voyez le nombre de facteurs à prendre en compte pour rendre compte de la diffusion des croyances. C'est extrêmement complexe. Parmi toutes les tentations mentales qui peuvent peser sur notre esprit, certaines sont plus redoutables que l'autre. Et je pense en particulier à un célèbre problème appelé le problème du Monty Hall, ou problème des 3 portes, et qui, si vous le racontez, vous fera sans doute autour de vous des ennemis, parce que l'on ne voudra pas croire la bonne solution. Généralement, enfin plutôt quelquefois, la vérité est presque scandaleuse. Ce problème, c'est le suivant. Supposons 3 portes. Derrière l'une de ces portes, il y a un cadeau. Une voiture par exemple. Et derrière les 2 autres portes, il n'y a rien, elles sont vides. Vous choisissez une de ces portes et donc vous avez une chance sur 3 de tomber sur la voiture. Et évidemment 2 chances sur 3 de tomber sur rien. Supposez à présent que l'on vous propose le choix suivant. Vous avez choisi une des 3 portes, je vais donc, parce que je sais moi ce qu'il y a derrière ces portes, ouvrir une des 2 portes que vous n'avez pas choisies. Et je vais ouvrir celle qui est vide, car il y aura toujours au moins, parmi les 2 portes que vous n'avez pas choisies, une d'entre elles qui sera vide. Il reste donc 2 portes, celle que vous avez choisie et celle que vous n'avez pas choisie. La voiture se trouve derrière une de ces portes. Et la question que je vous pose, et particulièrement retorse, c'est la suivante. Est-ce que vous accepteriez de changer de choix, ou préférez-vous conserver votre choix, ou est-ce que, à votre avis, c'est indifférent? C'est-à-dire vous avez autant de chances de gagner cette voiture que vous changiez ou non de choix. Reconnaissez, et c'est vrai pour l'immense majorité des personnes, que la tentation est extrêmement grande de prétendre que cela ne fait aucune différence. Vous pourrez conserver votre choix, peut-être de façon fétichiste, ou en changer, mais vous vous direz sans doute qu'il n'y a aucune différence dans les probabilités de chance de gagner cette voiture et vous aurez tort. En réalité, si vous changez votre choix, il y aura 66,6%, en fait 2/3 de chances de gagner cette voiture. Donc dans ce cas de figure, il faut toujours changer de choix. Pourquoi? Eh bien, c'est assez difficile à admettre. Mais rappelez-vous que quand vous avez fait votre premier choix, il y avait 33% de chances pour que vous tombiez du premier coup sur cette voiture. Ce qui veut dire que les 2 autres portes, dont l'une au moins était forcément vide, représentaient 66% de chance qu'il y ait cette voiture.
derrière la porte B ou derrière la porte C. Lorsque vous avez ouvert une des deux portes qui au début déjà était vide, vous n'avez pas modifié ce rapport de force entre ces probabilités. Par conséquent, la dernière porte que vous n'aviez pas choisie et qui reste close a à présent 66,6% de chance de contenir cette voiture. Donc la conclusion générale que nous devons tirer de cette petite expérience, et qui a créé d'ailleurs une grande polémique aux États-Unis à cause d'une émission de télé qui était précisément basée sur ce principe et à propos de laquelle on n'avait pas vu qu'elle induisait les gens en erreur, eh bien cette conclusion générale est que dans un certain nombre de cas, nous devons nous méfier de nos intuitions. Nos intuitions nous conduisent parfois vers des erreurs extrêmement sévères, et la deuxième conclusion, qui est immédiatement adjacente à celle-ci, c'est que la vérité est parfois contre-intuitive et même scandaleuse, mais elle ne doit pas nous faire peur. Il y a un terrain préparatoire à la croyance qui va expliquer en partie le succès de certaines d'entre elles. Dans le fond, la croyance, l'émergence de la croyance s'explique par l'imbrication de deux phénomènes. D'une part, des invariants mentaux, ce que je vous expliquais à propos des représentations du hasard, etc., le fonctionnement de notre esprit, et d'autre part, des variables sociales, un contexte représentationnel idéologique. Les deux ensemble vont faire un produit détonnant qui va créer quelque chose qui va avoir un grand succès sur le marché des idées, sur le marché cognitif. Alors la logique qui prévaut dans les croyances aux phénomènes paranormaux, astrologie, puissance de la pensée, etc., est la même que celle qui sous-tend des croyances de type idéologique, par exemple. Ce sont toujours des individus qui produisent ces croyances en action et en interaction les uns avec les autres, ce sont des domaines hyper complexes, mais dans le fond, sont tout de même des phénomènes psychosociaux. C'est-à-dire, ils sont psychiques, mais ce sont des psychismes qui sont en interaction avec un environnement qui va avoir une action sur ces idées vont avoir une action sur l'environnement. C'est une interaction extrêmement complexe et profonde. Alors, en effet, on peut trouver toutes sortes d'exemples dans l'histoire des hommes qui montrent combien les mêmes réflexes qui vont être à l'œuvre dans les croyances au paranormal vont être aussi à l'œuvre dans des réflexions de type idéologique. Prenons un exemple. La confusion entre la corrélation et la causalité, qui est un invariant mental. Quand nous voyons des phénomènes se produire en même temps, nous avons tendance à croire que l'un produit l'autre. C'est ça la confusion entre la corrélation et la causalité. C'est la chose la plus banale du monde. Eh bien, ça peut devenir un slogan idéologique dans certaines époques. 3 millions de chômeurs, 3 millions de migrés, par exemple. Voyez. Ou bien avant cela, 3 millions de chômeurs, 3 millions de juifs. Ce sont des serpents de mer de l'imaginaire. Pour prendre un autre exemple, le traitement du sentiment de l'insécurité. L'idée selon laquelle il y aurait plus de crimes en ce moment que jadis peut facilement être instaurée dans les esprits en focalisant par le biais d'articles ou de déclarations politiques sur un certain nombre de faits divers qui sont objectivement sordides ou barbares, la question n'est pas là, mais qui vont pas forcément être plus nombreux que par le passé. Mais en focalisant son attention sur un segment temporel où un certain nombre d'entre eux vont se produire, qui sont rien d'autre que le fait du hasard, parce que peut-être qu'un mois ou deux après il n'y en aura plus du tout, c'est cette contrainte d'étalement dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien va donner l'impression qu'en effet l'insécurité, la délinquance atteint des pics qu'elle n'atteint pas en réalité. Pour bien raisonner sur ces questions, évidemment, toujours la même technique, la même hygiène mentale, il faut rapporter ces événements à la taille de l'échantillon duquel ils sont issus, bien voir que le hasard provoque quelquefois des concentrations statistiques et qui peut se dilater. Bon, en fait, il faut toujours raisonner sur des périodes assez longues. Plus on resserre la période d'exhibition sociale, de monstration sociale, de réflexion, plus on a des chances de faire passer des vessies pour des lanternes. Évidemment, vous imaginez que dans ce cas de figure, il peut y avoir des intérêts idéologiques très forts qui se manifestent et qui s'expriment. Et c'est certainement comparable à certaines croyances concernant le paranormal, car un certain nombre de ces croyances misent justement sur cette mauvaise représentation du hasard, sur le fait de considérer comme extraordinaire des cas qui sont aléatoires, mais qui se concentrent dans un temps assez court, sans voir le segment temporel avant et après, où il ne se passe plus rien. Évidemment, on va trouver que c'est extraordinaire, alors que si on avait pris une échelle temporelle adéquate, on serait aperçu que c'est simplement la production du hasard. Nous sommes tous des croyants.
J'aurais facilement beau jeu à me moquer de ceux que je suis en train d'observer et ce serait à tort car j'aurais tôt fait de retourner, si je puis dire, le microscope sociologique vers moi et je m'apercevrais que je suis moi-même un croyant. Je ne connais personne sur cette terre, il en existe peut-être, mais je ne connais personne ou je n'ai rencontré en tout cas personne qui n'était pas porteuse de toutes sortes de croyances. Tout simplement parce qu'évidemment, les croyances sont quelquefois très organisées en systèmes religieux, politiques, idéologiques. Elles se font connaître en tant que telles. Je suis chrétien, je suis de droite, je suis d'extrême gauche, etc. Je suis trotskiste. Ça sont des systèmes idéologiques ou des systèmes de croyances qui se donnent en tant que tels. Mais il y a beaucoup d'autres systèmes de croyances qui sont parfaitement invisibles. J'ignore que ce sont des croyances. Toutes sortes de rumeurs, par exemple. Il existe des alligators dans les égouts de New York. Telles décalcomanies sont imprégnées de LSD pour les enfants, etc. Ce sont des croyances qui sont fausses, mais je peux les porter en ignorant totalement que ce sont des croyances et en croyant qu'elles sont des informations vraies. Et j'ajouterai encore une chose beaucoup plus subtile, c'est que notre rationalité elle est fondamentalement limitée. Nous sommes obligés, parce que notre rationalité est limitée dans le temps, dans l'espace, qu'elle est incarcérée dans un système de représentation et qu'en plus, comme je l'ai montré, nous sommes cognitivement limités, nous sommes obligés de négocier avec le monde, avec toutes sortes d'hypothèses, d'idées douteuses, fragiles, bref, de croyances. Beaucoup de nos représentations du monde, même quand elles prétendent s'inspirer de la science, sont extrêmement biaisées en réalité. Tout simplement pour cette première raison que nous n'avons pas les compétences de comprendre très exactement les systèmes scientifiques. Je crois par exemple probablement à la théorie du Big Bang, mais comment est-ce que je pourrais l'expliquer autrement que de façon métaphorique? Quand je pense au Big Bang, je pense à une grosse explosion, comme j'ai pu en connaître dans mon expérience. En fait, je ne peux convoquer pour comprendre cette théorie cosmologique qu'une expérience quotidienne que j'ai de ce que c'est qu'une explosion et d'une matière qui se répand autour d'elle. En fait, à mesure que se développe la connaissance scientifique et la division du travail intellectuel, à mesure, je dirais, le taux de croyance par délégation augmente dans une société. C'est paradoxal, hein, parce que justement, mon niveau de compétence individuelle diminue par rapport au niveau de compétence collective, à mesure que cette connaissance progresse. Donc évidemment, cela augmente le fait que j'ai une représentation du monde que je crois de plus en plus large, mais qui est en quelque sorte de moins en moins assurée par mes propres compétences. Hein. Alors, si vous y réfléchissez un instant, vous verrez que ce progrès de la connaissance implique une société basée sur la confiance. Il faut avoir de plus en plus confiance parce que le taux de croyance par délégation augmente. Mais vous l'aurez constaté aussi, c'est pas tellement ce qui se passe en ce moment. On a plutôt l'impression que c'est la suspicion qui augmente, notamment par rapport à la parole officielle, que le mythe du complot retrouve une nouvelle vigueur. Et ce qui évidemment doit nous rendre un peu inquiets sur le développement de nos sociétés démocratiques. La bonne connaissance des éléments qui lestent notre rationalité, qui limitent notre rationalité, nous permet d'inventer des méthodes qui mettent à distance les limites de cette rationalité. Une forme d'hygiène mentale, encore une fois. Quelles sont-elles ces méthodes? Il n'y a pas besoin de les chercher très loin, c'est tout simplement les méthodes que la science, dans son histoire longue, incrémentiellement, progressivement, a mis en place. Par exemple, en médecine, les expérimentations fondées sur le principe du double aveugle, qui permet de limiter les effets placebo, qui permet de limiter l'influence que pourrait avoir l'expérimentateur psychologiquement sur celui qui est le sujet de cette expérimentation, etc. Vous prenez la base fondamentale de toute réflexion scientifique, ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Par exemple, si je fais chuter un objet, et qu'il chute, et que je rends compte de cette chute par l'effet de la gravitation, je peux m'arrêter là. Mais supposons qu'un croyant vienne et dise « Oui, il y a l'effet de la gravitation, mais c'est aussi un fantôme que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas tester expérimentalement et qui tire cet objet vers le bas. » Qu'est-ce que je peux prouver scientifiquement concernant ce point? Rien. Je ne pourrai jamais démontrer que ce fantôme n'existe pas. Donc la science ne va pas démontrer que Dieu n'existe pas ou que les fantômes n'existent pas, ça ne l'intéresse pas. Ce que la science va montrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire de poser l'hypothèse de ce fantôme ou de poser l'hypothèse de Dieu pour rendre compte d'un certain nombre de phénomènes. Le principe de raison suffisante. Voilà une première hygiène mentale qui, s'il était appliqué dans la vie de tous les jours, nous ferait sans doute prendre des distances avec toutes sortes d'idées fausses que nous avons sur le monde. Une théorie du complot, c'est une théorie qui vise à expliquer des faits
selon une version non officielle. Généralement, elle va chercher à rendre compte de faits qui paraissent totalement disparates, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, en expliquant qu'en dessous du niveau de la mer, en quelque sorte, ces faits sont reliés par une théorie générale qui va rendre compte de leur rationalité. Par exemple, tel fait s'est passé au Nicaragua, tel autre aux États-Unis, tel autre en Union soviétique à l'époque. On va croire que ces faits n'ont aucun rapport, mais le conspirationniste ou l'adepte du mythe du complot va vous dire « mais si, en fait, ces faits sont reliés dans l'ombre par une théorie générale ». C'est pourquoi on peut appeler ces théories des théories du dévoilement. Ce que nous proposent les mythes du complot, c'est nous dévoiler la réalité comme si on retirait un drap pour faire apparaître la superbe cohérence des faits qui paraissaient totalement disparates. Voilà, et là aussi, l'histoire est en fait l'histoire est assez erratique, assez chaotique. Le mythe du complot nous propose de mettre de la cohérence là-dedans. Nous propose de voir que un certain nombre d'événements aléatoires sont en fait la conséquence de la volonté. C'est pas le seul avantage d'ailleurs qu'il a ce mythe du complot. Il en a bien d'autres. Tout son succès. Ce que le mythe du complot permet, c'est déjà donc cette satisfaction cognitive de l'effet de dévoilement, mais il permet aussi d'attribuer, disons, des formes de responsabilité à des événements qui n'en ont aucun, comme des catastrophes naturelles par exemple. Le tsunami a fait des centaines de milliers de morts, c'est un événement dramatique et qui est particulièrement intolérable s'il n'a pas de sens, s'il est seulement produit par la nature. Mais supposez par exemple que le tsunami soit la conséquence de la punition d'un dieu, ou que le tsunami soit la conséquence d'expérimentations d'armes, disons, sismiques de la part de la CIA ou d'autres puissances mondiales, eh bien tout à coup, non seulement vous expliquez l'événement, vous lui donnez du sens alors qu'il n'en avait aucun, hein, la catastrophe naturelle est dépourvue de sens, sauf si on prête des intentions à la nature, ce qu'elle n'a pas. Mais vous donnez donc un sens à ces événements, ce qui les rend en quelque sorte plus acceptables, et surtout, vous désignez un coupable. Ce qui permet de placer dans le registre du bien et du mal un événement qui était seulement placé dans le registre du vrai et du faux et qui était donc évidé d'un sens moral. Ce que propose la théorie du complot aussi, c'est de donner un sens moral à des événements qui, a priori, n'en ont pas. Alors les mythes du complot ont toujours des points communs en réalité. Le point commun fondamental du mythe du complot, c'est qu'il y a quelqu'un qui œuvre dans l'ombre, il y a une volonté qui cache la vérité. C'était d'ailleurs le slogan, vous savez, d'une série télé qui a eu beaucoup de succès dans les années 90 qui s'appelait X-Files, la vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs, c'est à la limite le slogan parfait pour le mythe du complot. Si vous prenez une affaire comme Roswell ou les mythes qui affirment que le 11 septembre a été fomenté par la CIA et le Mossad, ce sont des mythes qui sont très dissemblables mais qui ont au moins ce point commun d'expliquer qu'en fait on a caché la vérité. À Roswell, on a caché l'existence d'une créature extraterrestre. Dans le 11 septembre, on a fait croire que c'était Al-Qaïda qui avait produit ces attentats. Et le point commun aussi, c'est qu'il y a toujours un intérêt. Il y a quelqu'un qui profite du crime. À qui profite le crime? Pour le mythe du 11 septembre, c'est clair. On a constaté, là aussi, corrélation n'est pas causalité, on a constaté qu'il y avait une corrélation entre les mythes du 11 septembre et ensuite la réorganisation géopolitique de la planète par les États-Unis. Donc on s'est dit, ah mais ils ont profité de cela en fait, pour intervenir en Afghanistan, en Irak, etc., pour reprendre en quelque sorte la main sur certains territoires du monde, avec toute la légitimité qu'ils pouvaient avoir de l'ONU, et ils ont donc profité de ces attentats du 11 septembre. S'ils en ont profité, pourquoi ne pas imaginer que ce sont eux qui ont produit ces attentats? Vous voyez, cette simple hypothèse se transforme vite en mythe du complot. Il y a toujours une volonté là derrière, sans voir qu'en fait, cette réorganisation géopolitique du monde est bien en effet la conséquence des attentats du 11 septembre, mais c'est mettre la charrue avant les bœufs que d'imaginer qu'on a voulu réorganiser géopolitiquement le monde et qu'on a provoqué ces attentats, des milliers de morts sur le territoire américain. Ce qui est redoutable dans ces mythes du complot, et en particulier dans les formes qu'elles revêtent dans notre monde contemporain, c'est qu'elles sont remarquablement argumentées, si je puis dire. Si une proposition aussi étonnante et aussi peu crédible que l'idée selon laquelle les Américains, les États-Unis auraient fomenté eux-mêmes un attentat qui aurait tué des milliers de personnes sur leur propre sol, si cette idée a pu être crédible, c'est qu'elle était soutenue par un certain nombre d'arguments très convaincants à condition de ne pas avoir une contre-argumentation, en effet. Alors il y a c'est ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs. Chaque étage
du gâteau est assez fragile en réalité. On nous dit par exemple que les tours du 11 septembre, les Twin Towers n'auraient pas pu s'effondrer en fait sous le coup d'un avion et de l'incendie qui a suivi parce qu'elles sont soutenues par un axe d'acier qui ne peut fondre qu'à une certaine température, qui n'aurait pas pu être atteinte par le kérosène en feu des avions. Ce qui est exact. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la solidité de ce matériau est à cette température amoindrie de 90%. Raison pour laquelle, en fait, ces immeubles se sont effondrés sur leur propre poids, ce que montrent les vidéos. Mais si vous n'avez pas cette contre-argumentation, vous restez sur l'idée selon laquelle la poutrelle d'acier n'aurait pas dû fondre, ce qui est vrai en soi, eh bien, vous trouvez tout à coup suspect. Si vous ajoutez à cet argument des dizaines et des dizaines d'autres, il y en a plus de 100 arguments différents qui soutiennent le mythe du 11 septembre, vous allez voir ce millefeuille argumentatif dont je vous parle. Chaque étage est douteux, mais l'ensemble laisse comme une impression de vérité. Alors les conspirationnistes, comme tous les autres, disent oui, tout n'est peut-être pas vrai, mais l'ensemble ne peut pas être faux. C'est ce qui rend redoutable en fait ces mythes du complot, et ce qui leur donne cet aspect en millefeuille, cet aspect étagé particulièrement efficace, c'est probablement la technologie Internet. Car grâce à Internet, vous pouvez en quelques clics, constituer par la technologie du copier-coller que tout le monde connaît, des argumentaires extrêmement performants. Alors qu'avant, pour constituer un argumentaire comme ça, il vous fallait une vie de recherche. Si vous vouliez prouver qu'à Roswell ou je sais pas quoi, c'était certains individus qui étaient très spécialisés là-dedans et qui pendant des années travaillaient à prendre des petits indices, faisaient une sorte de salade à peu près convaincante. On a quelques précédents, mais pas très nombreuses. C'est pourquoi le mythe du complot réexplose aujourd'hui, tout simplement parce que je dirais que les progrès technologiques, assez paradoxalement, se mettent au service de ces argumentaires en forme de millefeuille. Alors le mythe du complot est encore soutenu par, je le disais, une forme de suspicion assez généralisée qui est assez, je crois, corrélée avec un certain niveau d'études, avec un esprit critique. On nous apprend encore une fois à développer un esprit critique, à nous méfier de la vérité officielle, et ce serait non seulement une forme de réflexe d'autodéfense mentale que de le faire, mais aussi un devoir moral. Nous aurions, en tant que citoyens de démocratie, le devoir de douter de la vérité officielle et même de démontrer qu'elle est fausse lorsque c'est le cas. Et évidemment, c'est vrai, si la vérité officielle est fausse, il faut la dénoncer. Seulement, à vouloir trouver des failles dans la vérité officielle, on en trouve toujours. C'est ça le problème. Mais il ne faut pas déduire de ces failles que ce qui est proposé est intégralement faux. Et c'est là un des problèmes récurrents du discours public. Il est confronté sans cesse, quel que soit le sujet, à une forme de suspicion. C'est paradoxal, car vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de manipuler les foules. Songez que notre président, par exemple Nicolas Sarkozy, a voulu nous faire croire qu'il était sur place lors de la destruction du mur de Berlin. Songez que le gouvernement espagnol a voulu faire croire que les attentats de Madrid avaient été fomentés par l'ETA et non pas par une branche d'Al-Qaïda comme ils l'ont en effet été. Et songez qu'en quelques heures, en quelques jours, particulièrement pour le gouvernement espagnol, il fallait tenir quelques jours avant les élections législatives, le secret a été éventé. Tout simplement, non pas parce que la presse ou les médias sont plus vertueux que par le passé, mais parce qu'on est confronté à une telle, je dirais, explosion du marché de l'information qu'il est très difficile, chacun ayant un téléphone portable pouvant filmer, prendre des photos, de cacher un certain nombre de choses. Mais le paradoxe, c'est le paradoxe de la transparence, c'est qu'au fur et à mesure où il est plus facile de révéler ces genres de manipulations, on entend évidemment plus facilement parler du coup. À chaque fois qu'il y a une tentative de manipulation, cette manipulation elle est éventée. Ce qui donne l'impression au grand public qu'on essaye de plus en plus de nous manipuler alors que ça devient de plus en plus difficile en réalité. C'est un des autres paradoxes passionnants de notre contemporanéité. Alors évidemment, il ne faut pas en déduire que nous vivons dans le règne de la vérité. Le règne de la transparence n'est pas le règne de la vérité. Et dans certaines conditions, évidemment, là encore idéologiques, sociopolitiques particulières, il est assez possible, si ce n'est facile, de manipuler les foules. Il suffit que tout le monde soit d'accord en quelque sorte. Parce que la fin justifie les moyens ou parce qu'on est dans une atmosphère, une ambiance sociale qui ne permet pas la suspicion ou qui rend, disons, de mauvais goût le fait d'avoir de l'esprit critique. Songez à ce qui s'est passé après le 11 septembre aux États-Unis.
Il n'y avait pas beaucoup d'organes de presse, et on ne peut pas soupçonner pourtant les États-Unis de ne pas être un pays hautement démocratique, avec une presse extrêmement virulente, etc. Songez à l'affaire du Watergate et autres. Ils ont des organes de presse extrêmement performants, mais après le 11 septembre, il y avait un tel traumatisme collectif, une telle ambiance idéologique, qu'il était de mauvais goût de remettre en question la parole gouvernementale qui était là pour défendre les intérêts américains. Et c'est ainsi qu'en effet, on a réussi à faire croire au moins pendant un temps, ou à faire admettre majoritairement que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive, mais aux États-Unis, souvenez-vous qu'en France, où l'ambiance idéologique était très différente, il y a eu très vite de grosses suspicions concernant ce problème, et c'est pourquoi d'ailleurs la France est opposée à l'intervention des Nations Unies sur dans ce qu'on a appelé la deuxième guerre d'Irak. Encore une fois, donc l'atmosphère idéologique, on pourrait en France, parce que la France n'est pas du tout exempte de remarques de ce point de vue, concernant les problèmes d'insécurité ou d'autres problèmes, je le disais, de précautionnisme, d'idéologie de la précaution, etc. On peut trouver beaucoup d'exemples où lorsqu'il y a une préparation idéologique, il est possible, voire facile, de trouver une forme d'unanimité ou en tout cas de majorité, j'appellerais un oligopole cognitif médiatique autour d'une question, et dès lors la transparence n'a plus grand chose à faire. Parce que les informations sont disponibles. On est encore dans l'ère de la transparence, elles sont disponibles, les informations qui contrediraient, je dirais, cette doxa, cette orthodoxie, mais elles n'intéressent personne. Elles ne se diffusent pas sur le marché cognitif parce qu'elles ne frappent pas suffisamment les esprits. Jusqu'à ce qu'il y ait saturation. Vous aurez remarqué que les phénomènes d'opinion publique sur certains sujets sont relativement oscillatoires. Il y a des phénomènes de saturation qui fait qu'à un moment donné, on va entendre l'information hétérodoxe. Mais à d'autres moments, elle existe. Personne, il n'y a pas, là aussi, ne soyons pas complotistes, si personne ne cherche à la cacher, elle existe, surtout avec Internet, elle est disponible, mais elle ne sera pas cherchée par la majorité des citoyens d'un pays.